Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Comment rendre notre système de santé plus efficace? C'est une question qui est devenue obsédante au pic de la crise Covid-19. Malheureusement, elle est toujours à l'ordre du jour. Et mon premier invité, Stéphane Pardou, qui est le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, nous propose d'explorer une piste technologique, à savoir intégrer l'intelligence artificielle dans ces établissements de santé et notamment à l'hôpital. Ensuite, dans Smart Tech, on commentera l'actualité qui nous a occupé cette semaine. On reviendra bien évidemment sur tout ce qui touche autour d'Elon Musk et son rachat de Twitter, mais pas seulement. On parlera aussi de son projet de ferme de minage de Bitcoin, un projet de ferme solaire. On reviendra aussi sur le premier accord européen sur des règles pour les services numériques qui s'imposeront en Europe. On parlera également de la start-up montpelliéraine Brix qui a levé 5 millions en 5 secondes. Et puis plein d'autres sujets au menu. Je ne vais pas tout vous lister maintenant dans le sommaire. Ensuite, dans Smart Tech, on va conclure cette édition avec le rendez-vous sur le sens de l'IA et une question encore, comment se préparer à l'éclosion de sociétés entièrement virtuelles. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On va parler avec Stéphane Pardou de l'IA pour améliorer la performance des établissements de santé. L'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, lance un appel pour inciter ces établissements à intégrer l'intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Pardou. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANAP. Première remarque, peut-être quand on pense à la performance, au problème de performance et d'efficacité du système de santé français, et de la manière dont on peut améliorer le service rendu, ce n'est pas spontanément l'IA et les technologies autour des logiciels qui nous viennent à l'esprit. Non, en effet. L'Agence nationale d'amélioration d'appui à la performance, sur ce sujet-là, elle porte un certain nombre de convictions. Et nous sommes persuadés que l'intelligence artificielle, au même titre que d'autres sujets, pas uniquement l'intelligence artificielle bien sûr, c'est un levier de performance qui n'a pas encore été assez utilisé dans les établissements de santé. Et sur quoi spécifiquement ? Sur un grand nombre de sujets. D'abord, il faut savoir qu'un grand nombre de projets de recherche aujourd'hui, d'équipes de recherche hospitalières, travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle, d'utilisation de la data pour des meilleurs diagnostics. Ensuite, toutes les tâches, un grand nombre de tâches, peut-être pas toutes les tâches, mais un grand nombre de tâches pourront être demain automatisées, simplifiées, rendues moins chronophages par l'utilisation d'intelligence artificielle, que ce soit dans les processus administratifs. Oui, j'allais vous le dire, que ce soit dans les processus administratifs, le codage de l'activité, les processus d'admission, la vérification des données administratives, des papiers, mais aussi bien sûr dans toutes les thématiques dans lesquelles on utilise aujourd'hui beaucoup de data, où il y a de l'image, dans lesquelles on sait que des algorithmes entraînés peuvent accompagner le diagnostic, le rendre plus rapide, bien évidemment avec de l'intervention humaine, on y reviendra, mais en tout cas, on voit que les périmètres et le panorama qui est listé dans la plateforme que l'ANAP vient de déployer, il est très large. On parle de solutions en matière d'ophtalmologie, on parle d'aide à l'identification du patient, on parle de détection des fractures, on parle d'échographie, bref, on parle d'un grand nombre de domaines. Ce sont des domaines très larges, mais si larges qu'ils n'ont peut-être même rien à voir les uns avec les autres. Quelle est l'idée ? Parce que vous lancez une plateforme, vous allez proposer des solutions, c'est ça ? Oui. Que vous recommandez. Donc, si on s'intéresse du côté organisation, tâches administratives, on est très loin du domaine de la recherche, Absolument. du diagnostic médical. Comment ça va s'organiser ? Comment on va s'y retrouver dans cette plateforme ? L'objectif de cette plateforme, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des professionnels des solutions d'intelligence artificielle éprouvées ou en cours de développement, de déploiement, portées par des établissements de santé, pas forcément par des industriels qui parfois peuvent survendre leur outil, porté par des professionnels de santé, de la mettre à disposition de l'ensemble des établissements, de Châteauroux à Verdun, de Vesoul à Cherbourg, en leur disant ça existe, ça marche, ça fonctionne, regardez, explorez et identifiez. Donc c'est du partage d'expérience. C'est absolument du partage d'expérience et c'est de la valorisation de ce qui peut être fait déjà dans des établissements et de ce qui peut être dupliqué. Les hospitaliers, ils aiment se faire confiance entre eux. Ils ont confiance dans ce que leurs pairs ont déjà développé. Et donc l'objet de cette plateforme, c'est de dire,
partout en France, vous pouvez vous emparer de sujets d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, les projets présentés sur cette plateforme, ce n'est pas des projets parisiens uniquement. C'est des projets portés par une clinique à Montauban, par le centre hospitalier de Valenciennes, par le centre hospitalier de Cherbourg. Preuve que l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans la réalité hospitalière, mais pas assez déployée. Et donc, on couvre tous les champs, et peu importe que ces champs ne soient pas forcément les mêmes, c'est justement ça l'intérêt de cette plateforme. C'est de montrer qu'on peut aujourd'hui commencer à déployer des solutions d'intelligence artificielle en radiologie, en anatomopathologie, dans le domaine de l'échographie, dans les services administratifs, pour la gestion du personnel, etc., etc. Et sans doute que le secteur de la santé, qui est un secteur de très haute technologie, il n'est pas encore suffisamment à l'aise ou mature avec ce sujet-là. Il a une inquiétude aussi, en disant, est-ce que ça ne va pas remplacer des métiers ? Mais comment est-ce qu'on va informer le patient que finalement c'est un algorithme qui regarde son image et que ce n'est pas un œil humain ? Tout ça, il faut l'expliquer, le rendre plus compréhensible, plus simple, et c'est l'objectif de cette plateforme. C'est donc du partage d'expérience et une amplification de la sensibilisation et une mise en sécurité des acteurs hospitaliers sur ces technologies, en disant, pas d'inquiétude, ça a été fait par d'autres, c'est sécurisé et vous pouvez vous y engager. Et vous avez pu mesurer justement l'impact sur la performance, sur l'efficacité ? Est-ce qu'on est capable déjà aujourd'hui d'avoir ce recul ? Oui, on est capable. En tout cas, les solutions qui sont présentées dans cette plateforme ANAP, elles démontrent soit sur le terrain, soit en perspective, des hypothèses d'amélioration de la performance qui sont absolument phénoménales, que ce soit sur la rapidité de prise en charge, sur la sécurisation des diagnostics en complément de ce que peut faire un œil humain, par exemple, sur de la limitation de tâches chronophages. Je pense notamment à un sujet administratif qui est le codage de l'activité. Aujourd'hui, tous les hôpitaux français ils doivent coder leur activité pour être remboursés par l'assurance maladie. Aujourd'hui, avec des algorithmes, on peut faire ce codage de façon automatique et libérer des tâches des médecins qui le font ou des techniciens qui le font pour des tâches d'analyse stratégique. Donc, le champ, il est immense. Il est immense. Mais alors, sur la partie justement humaine, pour accompagner cette révolution technologique, on sait que l'IA, c'est pas magique. Oui. Il ne suffit pas d'installer un nouveau logiciel pour que ça fonctionne. Il faut pouvoir le superviser, mais il faut aussi pouvoir collecter en amont des données, les bonnes données pour alimenter l'algorithme. Donc ça veut dire qu'il va falloir recruter aussi des profils très différents de ce qu'on a aujourd'hui dans les établissements de santé. L'objectif de cette plateforme, c'est aussi justement d'aider les établissements à mener leurs projets d'intelligence artificielle. Et donc en leur donnant des clés sur quel est le marché disponible, comment est-ce qu'on s'appuie sur des sociétés, quelles sont les compétences dont on a besoin en interne. Il est très compliqué, par exemple, pour des établissements de recruter des data scientists, c'est évident, mais est-ce que c'est à l'hôpital de les avoir en son sein ? Est-ce qu'il n'est pas plus profitable de travailler avec des sociétés qui, eux, dont c'est le cœur de métier ? C'est tout ça que la plateforme, elle explique modestement. Elle ne va pas répondre à toutes les questions sur ce sujet, mais elle doit permettre aux établissements de santé de s'acculturer encore plus fort avec ce sujet et d'être plus à l'aise quand une direction, un chef de service va décider de se lancer dans ce projet-là. Et donc, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même avoir dans l'organisation de l'hôpital, par exemple, quelqu'un qui sera responsable de décider de la stratégie autour de l'achat de nouvelles technologies, de l'IA. Absolument. Est-ce qu'on ne va pas alourdir encore l'effectif administratif dans l'hôpital, alors que, je disais, en pleine crise Covid, on s'est aperçu qu'on avait un problème d'efficacité, mais vraiment médical. Aujourd'hui, les porteurs de projets d'intelligence artificielle, ils sont avant tout des porteurs médicaux et paramédicaux. C'est avant tout dans ces domaines-là, la radiologie, l'anatomopathologie, la médecine, l'obstétrique, c'est avant tout des porteurs médicaux. Et donc, l'objectif de cette plateforme aussi, c'est que des acteurs médicaux s'en emparent encore plus en voyant ce qui existe. Et donc, ce n'est pas un sujet de pilotage administratif, le développement d'intelligence artificielle. C'est d'abord un sujet d'envie d'acteurs de terrain, de se dire, mais là, est-ce qu'on n'a pas un nouveau système qu'on pourrait utiliser pour nous rendre plus performants ? Après, qu'il y ait besoin d'une coordination dans un ensemble hospitalier, oui, c'est évident. Mais ça ne passe pas forcément par un alourdissement. Et justement, l'objectif de cette plateforme, c'est que des équipes même modestes, des hôpitaux qui n'ont pas de ressources à consacrer en première intention, parce que les recrutements, d'abord, c'est des recrutements de médecins cliniques, d'infirmières, d'aides-soignants, de manipulateurs radio, c'est qu'ils puissent se dire, ok, mais moi j'ai envie de faire de l'intelligence artificielle en anatomopathologie. Tiens, j'ai vu sur la plateforme de l'ANAP que dans cet hôpital, ils le font. Je vais faire, je caricature, un copier-coller. En tout cas, je vais contacter la société, je vais voir la conduite de projet, je vais regarder si chez moi, je ne peux pas y aller plus rapidement grâce à cet apport. Donc c'est justement aussi pour alléger
la conduite de projet, alléger le temps consacré au développement de cet outil, qu'on a mis en place cette plateforme. Et nous, notre objectif, c'est que les hospitaliers y aillent beaucoup et que les industriels et les sociétés nous apportent leurs solutions et nous disent « mettez-les à disposition de l'ensemble des acteurs ». C'est aussi une façon pour ces sociétés de faire du business, de vendre, mais c'est une façon pour les acteurs de savoir un peu quel est l'écosystème, une cartographie de ce qui fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on a un nouveau campus autour de la santé, Paris Santé, qui travaille sur ces questions, qui héberge aussi le Health Data Hub. Tout ça est interconnecté. Absolument. Parce que le Health Data Hub, pour l'instant, ça patine. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? Nous sommes parfaitement connectés avec Paris Santé Campus, que nous voyons encore la semaine prochaine. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est que justement, les startups ou les projets qui peuvent être sourcés par Paris Santé Campus, eh bien, l'Agence nationale d'appui à la performance puisse relayer sur l'ensemble du pays tout ce qui peut sortir de ces initiatives portées par Paris Santé Campus. Donc les choses sont absolument complémentaires et nous avons des pistes de complémentarité très fortes avec l'équipe du professeur Teignères. Donc tout ça est absolument connecté. Sur le Health Data Hub, c'est un champ qui est assez lointain là pour le coup de l'Agence nationale d'appui à la performance. Parce qu'on est dans le champ de la recherche. Voilà. Le rôle de l'ANAPS, c'est vraiment la présence auprès des acteurs de terrain, la diffusion, la connaissance des bonnes pratiques, de ce qui existe de façon remarquable, parce qu'on dit toujours ce qui va mal dans le système de santé, mais la vérité, c'est que le système de santé français, il est extrêmement performant. Il est un secteur porteur d'innovation, de création de richesse. Et le rôle de l'ANAPS, c'est justement de faire en permanence monter ce niveau de performance par le travail collectif. C'est ça le sens de cette plateforme. Merci beaucoup Stéphane Pardou d'avoir pu partager justement avec nous cette volonté d'innovation et de l'arrivée de l'IA dans l'hôpital, mais pas seulement dans tous les établissements de santé. Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP. À suivre dans Smart Tech, c'est le grand débrief de l'actu. Alors, pour débriefer l'actualité, aujourd'hui, nous avons le disrupteur Alain Starot, cofondateur, président d'Artifil, et également avec nous en visio, Solène Niederkorn-Dessouche, qui est administratrice indépendante, conseillère en FinTech, podcasteuse. Bonjour à tous les deux. Bonjour Delphine. Alors, je vous propose qu'on commence à débriefer ensemble de l'actualité avec peut-être celle qui pourrait changer les règles dans le monde du numérique. En tout cas, c'est un premier accord qui a été trouvé en Europe sur une législation sur les services numériques. Ça s'appelle le Digital Service Act, le DSA pour faire court. Et la grande promesse derrière ce texte, en fait, c'est que tout ce qui est illégal dans la vie réelle le soit également dans la vie en ligne. Quel est votre regard, vous, sur l'arrivée de ce règlement qui n'est pas encore finalisé, mais enfin qui avance visiblement à bon train ? Peut-être Alain pour commencer. Alors, la difficulté, c'est que la vie réelle n'est pas la vie en ligne. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont non dites dans la vie réelle, mais qui sont apprises. On se comporte face à des gens de manière plus policée que notre avatar peut le faire sur Internet, ou qu'on puisse échanger des news de manière anonyme. Donc, ça ne va pas suffire de dire la vie réelle doit être aussi bien... Enfin, la vie en ligne doit être aussi bien policée que la vie réelle. Ça risque de ne pas suffire. Et d'autant qu'on pourrait se dire que c'est déjà quand même un peu le cas aujourd'hui. La loi s'applique à tous, y compris dans le monde numérique. Le problème, il y a Barack Obama qui a fait un discours, je crois que c'était à Stanford, il n'y a pas très longtemps, où il montre très bien le sujet. En fait, il y a d'une part le fait que la mécanique des réseaux sociaux, l'engagement, on en parle souvent ici, conduit à fracturer les cibles, c'est-à-dire que les gens restent entre eux. Et il y a d'autre part le fait que la capacité à faire des fake news augmente, augmente la non-compréhension du vrai monde. Donc, oui, il faut qu'on soit comme dans la vraie vie, sauf que ce qu'on nous raconte n'est pas la vraie vie. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, il me semble. Solène, sur ce texte, je voulais juste préciser quand même ce qui allait les grandes lignes, ce qui en ressortait. D'abord, c'est créer une responsabilité algorithmique du côté des grandes plateformes, c'est-à-dire qu'on demande à avoir accès aux algorithmes. Deuxième chose qui va changer, c'est ces plateformes qui doivent retirer donc, produits, services et contenus illicites rapidement après leur signalement. Alors rapidement, ce sera encore à définir. Le renforcement de la protection des mineurs, des utilisateurs aussi mieux informés sur les contenus qu'on leur propose, sur la manière dont ils sont
recommandées. Et puis les places de marché qui devront procéder à des contrôles pour s'assurer que finalement on ne leur vend pas n'importe quoi. Sur la désinformation, là il y a des obligations qui seront plus strictes visiblement qu'aujourd'hui, proportionnellement aux risques sociétaux. Bon. Tout ça, ce sont des grandes intentions qui, a priori, vont dans le bon sens. Solène, ou qu'est-ce que vous y voyez derrière ce Digital Service Act ? Alors moi, je suis un peu plus optimiste qu'Alain. Je vois un petit peu avec le recul ce qui a permis quand même de faire pour les utilisateurs le RGPD. Je pense que le montant des amendes étant quand même assez élevé, ça va quand même changer certaines pratiques. Ça, c'est une première chose. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est quand on a l'émergence de nouveaux règlements ou de nouvelles directives comme celle-ci, ça permet également de développer toute une activité autour du regulatory et de la RegTech. Bon, moi, je vois plutôt ça comme un règlement positif pour l'utilisateur et puis qui va permettre certainement de générer de nouvelles pratiques et mettre en place de nouveaux usages et de nouveaux types de business autour du regulatory. Oui, c'est vrai que vous avez raison, Solène. Avec le règlement sur la protection des données, le RGPD, on a vu tout un tas de RegTech apparaître spontanément. Donc, il y a une opportunité de nouveaux business, ça c'est certain. Pour l'instant, c'est un accord provisoire, je le disais. Et puis là, au mois de mai, fin mai, les Européens vont aller faire une petite tournée en Silicon Valley pour prendre le pouls des réactions des plateformes. Est-ce qu'il y a un risque que ce texte bouge énormément après cette visite en Silicon Valley ? Moi, je trouve qu'il ne va pas assez loin. Imaginons que vous ayez la phobie des araignées. Sur Internet, vous allez regarder ce qui parle des araignées. Et comme l'algo voit que vous regardez ça, vous en donnez beaucoup plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez renforcé votre phobie. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire en donnant des choses, en vous donnant à manger, avoir des contenus opposés pour vous rassurer. C'est exactement ce que dit Barack Obama. Il dit il ne faut pas encourager les pires pulsions qui sont renforcer les différences entre les gens. Au contraire, il faut amoindrir les différences. Et ça, c'est le contraire de l'engagement des plateformes qui consiste à vous caresser dans le sens du poil jusqu'à ce que vous soyez obsédé par un truc et vous ne pouvez plus parler à vos concitoyens. Donc, pour l'instant, oui, ça crée plutôt des fractures dans la société que de la consolidation. Est-ce que, pour revenir juste à ce voyage qui va être effectué donc, du 23 au 23 mai, c'est une délégation de la Commission qui va aller en Silicon Valley tester un peu ce DSA là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il risque de perdre en force ou au contraire que ce sont les plateformes qui vont bouger, qui vont prendre les devants de cette réglementation européenne, Solène ? Alors moi, je pense que c'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer, c'est que ça contraint énormément les plateformes et ça redonne de la place aux utilisateurs. Moi, je regarde de très près ce qui se passe dans le Web 3 et il y a l'émergence de nouveaux types également d'usages où en fait l'utilisateur redevient maître de sa donnée et de ses usages. Donc je pense que c'est intéressant pour moi, ce qui va être intéressant dans cette visite, c'est également de voir toutes les nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger dans la Silicon Valley, qui sont tout doucement en train de se déployer en Europe de façon encore assez discrète. Mais je pense que au contraire, c'est une ouverture vers autre chose. Oui, alors peut-être qu'effectivement, les plateformes vont peut-être bouger, s'adapter, parce que ces règles, elles pourraient devenir internationales. On peut imaginer que les États-Unis aient également envie, surtout sous l'ère Joe Biden, d'adopter ce type de règles. Donc ça peut bouger. Il y a évidemment un grand sujet d'actualité aujourd'hui, c'est Elon Musk qui a racheté Twitter, qui va être soumis à ce Digital Service Act, a priori. Je ne suis pas sûre que cela réjouisse énormément Elon Musk, qui lui se présente comme le partisan d'une liberté d'expression absolue. Donc les nouvelles règles plus strictes autour de la désinformation, je ne sais pas comment il va piloter ça. Quelle a été votre réaction, vous, Alain, sur ce rachat ? J'adore ce que fait Elon Musk, sauf ça. C'est-à-dire sauf le rachat de Twitter. Ah oui ? C'est un excellent disrupteur. Donc quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, il le résout. On n'en a pas parlé, mais Boring Company vient de lever 600 millions de dollars pour faire une nouvelle foreuse de tunnel qui ira, au lieu de faire 1,5 km par jour, par semaine, elle en fera 11 par jour.
Donc on va disrupter la manière dont on fait des tunnels, ça c'est parfait, Ouais. comme il a fait pour SpaceX, etc. Des tunnels qui serviront à Hyperloop, donc un Hyperloop nouveau pour moyen autre de chose. déplacement. Non, le vrai truc, c'est que je sais faire du tunnel pour beaucoup, beaucoup moins cher que j'en faisais avant. Ouais. De même que je fais des fusées qui sont réutilisables. Donc ça m'ouvre des horizons. Je ne sais pas lesquels. On peut partir des tunnels pour les voitures sous les vitres, mais ça peut être tout à fait autre chose. Les disruptions, elles ont l'intérêt d'être transformationnelles au-delà d'un seul secteur. Sur Twitter, il caresse dans le sens du poil son autre penchant pour la communication. Et c'est pas ce qu'il fait de manière la plus, comment dirais-je, équilibrée. En même temps, il redonne un peu d'air aussi économiquement à Twitter avec ces 44 milliards de dollars qui vont arriver. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord dans un sens avec vous. En revanche, je suis d'accord aussi avec Alain. Moi, ça m'a un petit peu surprise parce que sous ces côtés libertaires, on se rend bien compte que en ayant le contrôle de Twitter, en étant actionnaire de Twitter et en ayant également tout ce réseau de communication satellite, on va avoir un Elon Musk qui finalement a toute la chaîne de valeur en termes de communication. Et donc, il y a une sorte de prise de pouvoir, moi, qui me perturbe un petit peu. Mais en même temps, c'est je dirais, dans la ligne de ce que font les deux, je dirais, tous ces grands milliardaires. Hein, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Jeff Bezos est propriétaire du Washington Post. On va avoir Bernard Arnault derrière Lagardère. Donc voilà, c'est dans cette même, je dirais, cette même mouvance, mais c'est pas ce que je préfère d'Elon Musk. On est d'accord. Alors, si vous me parlez de Jeff Bezos, il a eu une petite phrase à la suite du rachat. Il a mis question intéressante. Le gouvernement chinois vient-il de gagner un peu d'influence sur la place publique? En fait, il se réfère au papier du New York Times qui soulignait les intérêts commerciaux de Tesla en Chine. Donc, vous, ce qui vous inquiète le plus, c'est finalement ce porte-voix pour les activités d'Elon Musk? Ah non, moi pas du tout. C'est ce qui m'interpelle le plus, c'est le caractère d'Elon Musk, qu'on connaît bien maintenant dans la sphère publique, où il n'hésite pas à lancer des pics dans tous les sens et donc à fracturer un peu plus ses cibles. Enfin, il n'hésite pas à dire, manipuler. C'est compliqué ce qu'il fait sur Twitter. Et donc, la première chose qu'il a dite en arrivant, c'est les lois de modération sur Twitter sont beaucoup trop fortes. Waouh! Donc, si on fait moins de modération, c'est le contraire du DSA. Hein. Donc, c'est très compliqué. Et donc, Cédric O a jugé utile, d'ailleurs aussi Thierry Breton, tous les deux, de rappeler que le DSA va s'appliquer à toutes les entreprises qui ont une activité en Europe. Mais enfin, le temps que ça s'applique, tout ça aura peut-être bougé. Dégâts, oui. On a un autre sujet, Elon Musk, qui vous plaît, à mon avis, davantage. C'est celui de la ferme de minage solaire, donc minage de Bitcoin, alimenté par des panneaux solaires, une autonomie en énergie. Ça, c'est quand même un projet beaucoup plus réjouissant. Solène, vous êtes une spécialiste des fintech et du Web3, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà comme celui-ci? Pour Elon Musk? Non, je parle de minage vert, on va dire, plus respectueux de l'environnement. Tout à fait. Alors, ce qui est en train de se mettre en place aussi, c'est tout ce qui est autour des blockchains qui sont très peu énergivores, et beaucoup de services autour de ces blockchains-là, notamment en DeFi. Moi, ce qui m'intéresse dans le sujet que vous avez lancé, c'est en fait tout l'historique qu'on connaît d'Elon Musk sur les sujets du solaire et de la crypto d'une manière plus globale, avec ses allers-retours, j'aime pas. Et puis tous les déboires qu'on a connus avec SolarCity. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois, ou hier, finalement, Elon Musk n'a pas été jugé coupable dans l'acquisition de SolarCity. Mais donc, je trouve intéressant de voir ce qu'il est en train de faire. Après, tout se trouve aussi autour de Twitter, puisque cette association SolarCity s'est faite également avec Block, qui est une société qu'on connaît sous le nom de Square, qui a été créée par Jack Dorsey, en fait, le fondateur CEO, de Twitter. L'ancien CEO de Twitter. Oui, absolument. Alain, là-dessus? Un très bon goût de communication, cette ferme ne sera pas connectée au réseau d'électricité. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'être autonome. Oui. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'enfin, parce qu'il parle beaucoup, il communique beaucoup, on pourra voir de nos yeux un truc qui n'a plus besoin d'électricité. Donc ça, c'est très très bien.
C'est clair que c'est une activité... C'est ça qui est quand même assez intéressant chez Ah Lotus, oui, oui. c'est qu'il va jusqu'au bout de ses Ouais, jusqu'au idées. bout. Alors, son activité solaire a fait 2 fois moins de production d'énergie, enfin, a placé 2 fois moins de capacité d'énergie en 2021 qu'en 2020. Alors, il dit que c'est à cause des composants, mais enfin bon, ça marche pas quand même très bien, donc on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est aussi un débouché supplémentaire pour les panneaux solaires et pour les batteries, pour faire vivre un peu son activité. Mais à la limite, pourquoi pas? Enfin, on est tous, surtout dans des conglomérats. Un autre truc intéressant, j'ai regardé, donc les panneaux solaires, c'est bien pour le jour, et comment on fait pour miner la nuit? Oui, ça On met pose des la batteries. question du stockage, voilà. On met des batteries. Et c'est intéressant, c'est que la capacité, j'ai regardé, la capacité de la batterie qu'il va mettre dans l'usine, c'est 1% de la capacité du barrage de Serponçon, qui est un vieux barrage. Voilà. Mais ça veut dire que on avait l'habitude des grands barrages, des travaux pharaoniques pour créer l'énergie potentielle pour toute une population. Et on est en train de constater une fois de plus qu'on décentralise et qu'on fait localement des choses à la portée d'une activité donnée. On n'a pas besoin de... Enfin, c'est quand même quelque part la fin de l'État régalien qui centralise tout. Oui, alors effectivement. Pour un libertaire, c'est disait clair, Solène. c'est assez cohérent. C'est assez cohérent. Et Solène, sur cette nécessité d'avoir un Web3 et du minage de crypto-monnaies plus respectueuses de l'environnement, ça c'est une vraie tendance de fond. De toute façon, là encore, il va se mettre sur un marché qui est très porteur. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, en ce qui concerne la pollution, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats dans cet environnement-là pour prendre en considération réellement la consommation d'énergie des différentes blockchains. Mais quand on voit en effet Bitcoin, c'est la plus énergivore, mais toutes les nouvelles blockchains qui sont créées et tous les protocoles qui sont déployés sur ces blockchains sont de moins en moins énergivores. Mais ça devient en effet un élément central et qui préoccupe aussi beaucoup d'investisseurs dans ce domaine du Web3. Alors, autre actualité qui doit intéresser les investisseurs, c'est Brix, donc une start-up de Montpellier qui a levé 5 millions en 5 secondes. Mais alors, ils ne se sont pas arrêtés là. Donc, ils ont levé auprès des internautes sur une plateforme de financement participatif. Ils se sont dit, bon, alors si ça va aussi vite, on va aller jusqu'à 20 millions. Essayons de lever 20 millions d'ici vendredi, donc demain. Et puis, ils sont arrivés à leur objectif bien avant, puisque hier, ils ont fermé la collecte. Ils ont atteint leurs objectifs. C'est intéressant de voir ce choix qui est fait par une start-up française, de ne pas passer finalement par les investisseurs internationaux. Alors, moi, je trouve ça très intéressant. D'autres l'ont fait avant. On peut citer Finari ou Conto qui sont passés par Crowdcube pour faire leur levée. Ça permet en fait à ces plateformes de redonner une forme de pouvoir à leurs utilisateurs et les rendre réellement actifs. Alors ça, c'est bien quand tout se passe bien. Après, quand ça se passe mal, c'est plus compliqué. Et là, on voit actuellement des cas avec, je pense à Uniswap dans le Web3, parce que dans le Web3, il y a vraiment cette volonté de remettre l'utilisateur au centre. Il y a un class action envers Uniswap pour certains traders qui se sentent lésés. Donc je pense que c'est intéressant de voir comment ça va évoluer, puisque les valorisations qu'on connaît de ces sociétés sont absolument faramineuses. Donc voilà, investir quand la valo est très élevée et que ça le vend en poupe, c'est super. Après, voyons dans quelques années, il y a toujours un peu de casse dans les startups. Voyons comment ce type d'action évolue au gré de l'évolution des startups dans lesquelles ces utilisateurs investissent. Mais je trouve en tout cas génial le principe de donner des parts de capital, même petites, aux utilisateurs de ces plateformes. Et alors ça colle bien quand même à ce qu'ils font, à leur activité. Voilà. Bon, alors je vous laisse le dire. C'est ça qui est top. Enfin, ils ont une idée brillantissime. Voilà. Quand on n'a pas d'argent pour acheter, comme on n'a pas d'argent pour acheter un studio à mettre en location, et on met que 10 euros, on a 10 euros sur la valeur du studio. C'est ça. Donc Brix permet d'investir dans l'immobilier dès 10 euros. Voilà. Et ça, c'est juste top. Et donc, ça colle bien, je trouve, avec cette démarche de dire finalement, vous pouvez aussi être actionnaire d'une start-up en pleine croissance en misant une très petite somme, finalement. C'est totalement cohérent. Alors, pour me dire sur ce que disait Solène, effectivement, la difficulté, mais on l'a vécu partout. Dès que vous êtes dans une économie qui fait appel à tout un chacun comme si c'était un professionnel. On peut penser aux chauffeurs Uber qui ont eu quelques déboires avant que maintenant ça se régularise, mais tout un chacun était l'investisseur. Comme disait Solène, le jour où il y a de la casse, tout un chacun n'est pas forcément structuré pour réagir comme le ferait un VC. Et c'est la limite de l'exercice de l'ubérisation, c'est-à-dire de l'économie où je demande à tout le monde de participer
Mais ce n'est pas incompatible, l'espèce. c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux. On peut avoir ce type de financement participatif et à côté des investisseurs Bien sûr. classiques. Et d'ailleurs, c'est le cas de BRICS, hein, ils ont des investisseurs. Et j'imagine que ça doit plaire aux investisseurs aussi, ce type d'initiative, parce que ça montre qu'il y a vraiment un marché, une attente du public. Absolument. Voilà. Et donc, effectivement, c'est très cohérent avec ce qu'ils font. Alors, on va terminer par vos regards à vous sur l'actu. Solène, vous avez choisi de nous parler de l'association entre Stripe et Twitter dans la Oui, crypto. tout à fait. Alors, c'est dans la veine de ce qu'on vient de discuter. En fait, Twitter a mis en place des comptes payants, par exemple la possibilité d'avoir des super follows, donc d'animer une communauté quand on est une personne connue, je dirais, et reconnue sur Twitter. Et jusqu'à présent, il était possible de se faire rémunérer en monnaie fiat. Et depuis très peu de temps, Stripe a donné la possibilité de se faire rémunérer en crypto. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, Stripe a eu une approche très bullish sur la crypto il y a quelques années et puis finalement s'est retiré en 2018 et là en 2021 ce qui est intéressant c'est qu'on a commencé à voir émerger pas mal d'offres d'emploi dans le domaine de la crypto chez Stripe et surtout ils ont pris à leur bord au conseil d'administration de Stripe Matt Huang qui est en fait un ancien partenaire de chez Sequoia et qui a cofondé, qui est managing partner de Paradigm qui est un gros VC qui investit dans le Web3 et tous les business crypto. Et donc, c'est un signal très, très fort que Stripe lance. Et on voit de plus en plus de partenariats de Stripe avec des sociétés de crypto. Je pense à Just Mining en France, mais également FTX ou Blockchain.com. Donc, tout ça pour montrer que c'est le tout début, les prémices de Stripe dans la crypto, mais ça n'est que le début. Et je pense que c'est très intéressant à suivre, puisque si Stripe y va, je pense que pas mal d'autres dans l'industrie du paiement et de la finance vont suivre. Alain, vous, votre regard sur l'actu, c'était sur les taxis autonomes en Chine. Oui, première licence officielle. C'est-à-dire que ça y est, le gouvernement chinois donne une licence officielle à une compagnie de taxi pour faire des taxis autonomes. Et je mets ça en parallèle avec... donc ça, c'était le 17 avril, et je mets ça en parallèle avec ce qui est arrivé en début de semaine, là, les premiers bus autonomes en Écosse. Donc Oui. c'est encore un test. Mais enfin, c'est un sujet, évidemment, dont je suis déjà depuis un certain temps, et chaque jour qui passe, on est un peu plus concret. On ne sera pas forcément concret très vite sur le niveau 5, sur une Tesla, une voiture grand public, mais le use case des voitures partagées, taxis, ou des véhicules en commun, comme les bus, va probablement aller beaucoup plus vite. Et quand on sait que si une voiture est autonome, on ne va pas l'acheter, ce qui se profile à l'horizon, c'est quoi? C'est la chute du marché des voitures pour le particulier. Oui, pour vous, on ne peut pas avoir les deux. On peut, mais il faut regarder les tendances de marché. Enfin, il y a Carnegie Mellon qui avait fait une étude qui montrait qu'en gros, 15% des voitures, on rendait le même service. 15% des voitures, donc vous divisez par 7 ou 8 le nombre de voitures d'une ville et vous rendez le même service. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de la multimodalité, justement? Absolument. La question que je me pose, moi, c'est pour les fabricants, Ouais. les constructeurs de voitures. Ouais. Donc, et c'est en train d'arriver. Alors, d'abord sur certains segments, on peut dire que c'est pas un segment de voitures particulières, sauf que si j'ai un taxi, j'ai plus de voiture. On oublie cette porosité. Voilà. Ok, alors moi je voulais aussi vous dire que l'actu, c'était des coupures d'Internet qui ont eu lieu hier dans plusieurs villes de France pour les abonnés SFR et Free. Et la cause est assez inédite, hein. Ce sont des actes de vandalisme qui ont été causés sur les réseaux de fibre longue distance. Alors on voit à l'image, là, ce sont vraiment des câbles qui sont sectionnés, alors en plus à des endroits qui sont enfouis sur la terre. Donc a priori, ce sont des gens qui connaissaient bien les installations et les opérateurs n'arrêtent pas d'appeler l'ARCEP et l'État à intervenir et être davantage plus strict vis-à-vis de ceux qui sont arrêtés, qui sont reconnus coupables de ce type de vandalisme. Donc on appelle à des sanctions pénales à l'encontre de leurs auteurs. Bon, c'est quand même assez étonnant. C'est des liaisons importantes, hein, Paris-Lyon, Paris-Strasbourg et Paris-Rouen. A priori, tout est revenu dans l'ordre aujourd'hui. Autre actu, c'est Orange qui a mené une expérimentation au bloc opératoire du CHU de Rennes. Là, c'était une simulation d'opération
cardiaque. Et là, ce qui est inédit, c'est que les données numériques, elles ont transité par 5G, donc par réseau mobile pour la première fois entre un bloc opératoire à Rennes jusqu'à un cardiologue qui était basé à Athènes. Et puis je termine avec la réélection d'Emmanuel Macron qui nous dit le jour de sa réélection, on va signer le grand retour des mathématiques dans le tronc commun au lycée dès la rentrée de septembre 2022. Voilà. C'est top. Merci beaucoup Solène Niederkorn-Dessouche, administratrice indépendante, conseillère en FinTech et podcasteuse. J'invite à vous suivre pour toutes ces questions autour du Web3. Et merci Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, pour votre œil toujours aussi disruptif. Merci Delphine. À suivre dans Smart Tech, on parle du sens de l'IA. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, vous nous regardez en direct dès 11h sur la chaîne Bismart et puis vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le web, les réseaux sociaux et en podcast. On termine cette émission aujourd'hui avec notre rendez-vous Le sens de l'IA et avec Laurence de Villers qui l'incarne, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université CNRS. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre sujet de réflexion, c'est comment se préparer à l'éclosion d'une société virtuelle. Que représente déjà pour vous, comme évolution du monde numérique, ce qu'on appelle le métavers? Alors, c'est un peu surprenant, mais ce n'est pas nouveau. Donc, le métavers, on en parle depuis un peu de temps. En 2010, il y en avait déjà à peu près 1000 en ligne. Il y en avait moins en 2020, 400 à peu près qui ont survécu. On a beaucoup finalement innové sur ces technologies immersives, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, les jumeaux numériques, les avatars, tout cela a énormément progressé. Et on voit éclore aujourd'hui cette idée de l'Internet immersif, donc en 3D, qui va nous ouvrir d'autres portes et qui va permettre de créer à plusieurs dans cet environnement. Donc c'est pas nouveau, les applications vont être nouvelles, et là l'Europe a tout à jouer. Alors oui, parce qu'on voit les opportunités, mais j'imagine que vous pensez déjà aux dangers inhérents à ces nouvelles sociétés totalement immersives et virtuelles. Oui, alors il y a évidemment des dangers qui sont en proportion avec la performance possible de ces systèmes. Le premier danger, c'est plus de capture de données. Et puis comme nous serons dans un environnement immersif, on risque de ne pas pouvoir distinguer en fait la réalité du monde réel et la réalité du monde virtuel, dont être en fait dans une même réalité. Et donc ressentir les émotions sans savoir distinguer finalement le vrai du faux et en l'ayant tout simplement parce que notre corps est là et joue ce rôle de pouvoir nous aider même dans le virtuel et donc il emmagasine tout. Et ces émotions qu'on pourrait avoir comme cela pourraient avoir des dérives comme beaucoup d'agressivité, du harcèlement, de l'isolement si on trouve ça fabuleux, de l'addiction en tout cas, parce que comment on va sortir de ce monde sachant que il continue quand nous ne sommes pas là. Si on revient dans le monde réel, tout cela continue. Donc il y aura un vrai désir, si vous voulez, si on n'arrive pas un peu à réguler tout cela, d'y retourner, de dépenser de l'argent. On ne se rendra pas compte que finalement, tout cela a des conséquences énormes en fait, sur le réel. Donc je pense que cette vulnérabilité mentale et physique, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau. Et nouveau, mais selon vous, ça pose vraiment des questions éthiques qui sont inédites? Oui. Ces métavers qui arrivent? Alors, il y en a beaucoup qui sont les mêmes que dans les autres technologies d'intelligence artificielle, mais elles sont bien plus fortes, bien plus impressionnantes. D'autant plus qu'on voit arriver aussi des technologies comme la détection des émotions, qui est effectivement mon expertise, qui serait aussi cet objet d'avatar qu'on rencontre, qui est un agent, lui, autonome et qui ne représente pas quelqu'un, et donc qui est une machine, qui pourrait aussi détecter vos émotions et vous influencer. Donc, vous voyez, cette manipulation va être accrue. Et puis, cette idée de temps réel est également quelque chose d'assez incroyablement impactant pour nous, parce qu'on n'aura pas de défense. Ça sera très difficile de faire un marche arrière pour se regarder finalement dans l'environnement du métavers en étant soi-même extrait dans le réel. Voyez, donc il y aura forcément un entremêlage très très fort entre le monde réel et le monde virtuel. Et pour moi, donc évidemment, le monde virtuel tel qu'on peut l'imaginer avec ces objets autour de nous et tout ça, peut être très perturbant physiquement aussi. Ouais. Donc, il peut y avoir des problèmes mentaux, mais aussi une fatigue, de la nausée, parce qu'on sait très bien qu'en réalité virtuelle, en général, on ne met pas les gens en réalité virtuelle très longtemps, parce que ça a des incidences sur leur
métabolisme. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces environnements? Comment on va gérer tout cela? Il me semble que, au lieu de foncer à la vitesse du mur du son là, sur ces sujets, on devrait se mettre d'accord sur un certain nombre de standards et de normes pour éviter ces écueils. Parce que bien évidemment, il y a un marché derrière énorme. Vous avez justement déjà des discussions au sein du partenariat mondial pour l'IA dont vous êtes membre? Alors, on a commencé à travailler sur le futur du travail avec ces objets, mais ce sont encore des discussions qui ne sont pas suffisantes. Il y a des points sensibles, amplifier cela. Points particuliers sur lesquels c'est plus compliqué de répondre? Alors, il y a des problèmes culturels aussi, puisqu'on voit que dans le PMIA, il y a des chercheurs ou des industriels qui viennent de Corée, d'Australie ou de Singapour, du Japon, et on voit que ce n'est pas la même addiction. Alors, si je prends les émotions, par exemple, dans certains pays, se toucher, ce n'est pas souhaitable. Se regarder dans les yeux, c'est un viol. Donc, comment on va allier finalement la technologie, le respect de la culture, le respect de l'individu, son intimité? Tout cela sont des sujets qui nécessitent, donc, au moins en France et en Europe, de trouver la façon de normaliser, standardiser ces différentes technologies et notre engagement sur le long terme avec ces objets qui ont un impact fulgurant, à mon avis, pour la santé, l'éducation. C'est extraordinaire à quel point, en étant et dans l'immersion, on peut apprendre quelque chose différemment. Alors, si on revient sur la France, justement, le président Emmanuel Macron, qui appelle à bâtir un métavers européen, il a pensé évidemment aux technologies souveraines qu'il fallait encourager, à créer des nouveaux modèles économiques, mais donc il va se poser des questions juridiques, éthique, vous l'avez dit. Par quel bout on peut prendre finalement cette question de l'éthique des métavers? Par quoi on commence? Alors on commence par ce qui existe déjà. Donc dans l'armée, il y a déjà des métavers pour faire des anticipations dans des jeux de rôle autour de guerre ou d'autres sujets que je ne connais pas forcément, mais dont j'ai entendu parler. En plus, dans d'autres systèmes, sur l'éducation. Alors, je sais très bien que Dassault avait aussi des environnements comme ça. Enfin, différents acteurs en fait de l'industrie en France, en Espagne, en Finlande, dans différents pays d'Europe ont des technologies très abouties. Donc s'appuyer déjà sur l'existant pour expérimenter. Merci beaucoup Laurence de Villers. C'est un premier pas dans notre réflexion sur le métavers, Laurence de Villers, professeure en IA au CNRS. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain. On sera à 11h sur Bismart. Rendez-vous demain. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.